Et voilà. Tout. Qu'est-ce que vous dites, hein, Philippe? Parlez près du micro, si tu veux. Donc je vous présente Quentin et Philippe. On a le malheur, malheureusement, mais la chance, on a le malheur que Quentin nous quitte demain, mais la chance que Philippe... voilà. Voilà, voilà. Une pièce de théâtre Ramsès II, une pièce de Sébastien Thierry avec Alors, Ville, je place les papiers là. François Vernet. Le 9 novembre, toujours au théâtre Barrière d'Angers-les-Bains, un spectacle humoristique avec Fabrice Eboué à travers Plus rien à perdre. J'ai tout mélangé là. Toujours au théâtre Barrière d'Angers-les-Bains, le chanteur de Mexico. Opérette de Francis Lopez avec différentes représentations, mardi 13, mardi 20, jeudi 29 novembre à 14h30. Voilà, ça y est, j'y suis. Décembre, mardi 4 et jeudi 14h30. Pour en savoir davantage sur les différents spectacles de la saison artistique 2018. Je ne sais pas si on aura le temps de lire des infos européennes, hein, c'est pas sûr. Hein. En principe, c'est le vendredi, mais demain, je ne fais pas d'émission. Ça devait pas être moi, parce que je suis en train de former quelqu'un d'autre, parce que pour moi, c'est tous les jours le bénévolat. Donc, j'en peux plus. Je n'ai même plus le temps de faire quoi que ce soit. Pour moi, je passe mon temps à bien travailler pour la radio, à rechercher des invités, à écrire les émissions. Et donc, du coup, il faut absolument que je me fasse remplacer. Mais manque de chance, les invités de demain annulent. Et donc, demain, je ferai pas d'émission. Les infos européennes, c'est quoi? C'est plus bas. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je conduis, ne vous inquiétez pas, je conduis l'émission. Et quand je dis c'est tout pour les infos. Donc, Quentin, la nouveauté, c'est que... Oui, mais lui, il ne sait pas. De quoi? La première pause musicale, ce sera après les infos. Ok. Hein, et pas avant. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas me le dire avant. Non, mais Philippe, il ne connaît pas le conducteur de l'émission. Combien il reste de temps, là? 20 secondes. Bon. Ah oui, alors l'indicatif. Philippe, s'il vous plaît, l'indicatif. Il ne m'entend pas, vous pouvez... Vous m'entendez? L'indicatif, pas plus de 20 secondes, c'était trop long, j'ai écouté avec Jacqueline. C'est trop long sinon. Hein. C'est-à-dire que vous verrez dans l'indicatif, Philippe... Ouh. Mais attendez, ça va partir. Allez, j'y vais. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver ce matin pour 90 minutes d'infos et donc de recevoir aujourd'hui Sébastien Meurant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Val d'Oise depuis septembre 2017 après avoir été élu maire de Saint-Leu-la-Forêt en 2008 et réélu en 2014. Un exploit d'ailleurs remarqué après 36 années de gestion socialiste divers gauche. Vous êtes entré en politique très jeune car c'est en 2001 que vous aviez été élu conseiller municipal, donc à l'époque dans l'opposition. Vous siégez toujours d'ailleurs au sein de la communauté d'agglomération Val-Parisis comme conseiller communautaire. En mars 2015, vous êtes élu conseiller départemental du Val d'Oise. À ce titre, vous aviez la délégation du Grand Paris, un sujet important pour le Val d'Oise, un peu oublié, il faut le dire, dans ce thème, mais peut-être que ça va changer. Vous êtes également vice-président au sein de l'Association des maires d'Île-de-France, président de l'APELNA également, association des communes qui luttent contre les nuisances aériennes. Vous êtes étiqueté LR, les Républicains, et membre de la commission d'investiture. Vous voulez, je cite, servir les intérêts de notre pays. Vous êtes convaincu que les idées gaullistes sont celles qui donneront un avenir à la France. En tant que sénateur, vous êtes intégré à la commission des finances, la délégation aux entreprises, du groupe d'études aussi sur l'aviation civile et d'autres groupes, notamment d'amitié, avec le Maroc, les Balkans, l'Océanie, le Japon. Alors avec vous, nous parlerons des prochains sujets à l'étude du Sénat qui vient de faire sa rentrée. Votre actualité, bien sûr, c'est votre candidature à la présidence des LR du Val d'Oise. Le vote a lieu le 13 octobre, ce samedi. Et je vous propose d'évoquer aussi donc, la future réforme des retraites annoncée hier, enfin c'est un projet pour le moment, bien sûr la future loi de finances et l'impact sur les finances locales. Et puis on aimerait savoir ce que vous pensez de la phrase du pape qui compare le corps médical à un, je cite, un tueur à gages pour éliminer quelqu'un qui pose un problème, en parlant donc de l'avortement, ce qui stigmatise les 200 000 femmes qui y ont recours et provoque la surprise chez les catholiques.
À vos côtés, Bertrand Biéchy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du GEVO Île-de-France, le groupement d'employeurs des Yvelines et du Val d'Oise, qui met à disposition du personnel qualifié en temps partagé auprès des sociétés adhérentes. On en saura plus tout à l'heure. Ensuite, à vos côtés, eh bien, Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission des actions associatives à l'association L'Adapt, une institution qui existe depuis 1929. Et avec vous, nous allons parler d'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Vous avez d'ailleurs des offres d'emploi à pourvoir, on en parlera aussi tout à l'heure. Et puis votre actualité, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 19 au 25 novembre. Et ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Et puis enfin, eh bien, notre start-up du jour est représentée par Guillaume Thomas. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la plateforme Zero Phyto Pro, un site de e-commerce spécialisé dans les solutions sans produits phytosanitaires chimiques pour les professionnels du monde agricole. Là aussi, on en parlera tout à l'heure. Vers 10h, eh bien, comme tous les jeudis, c'est Bruno Vigoureux qui va nous rejoindre pour un secret de cuisine. Mais tout de suite, c'est l'info à retenir. Alors, la première info qu'on a choisie, c'est la future réforme des retraites qui a été annoncée. Un système par points, un système unique universel, fin des 42 régimes spéciaux, l'introduction d'un âge pivot, en tout cas c'est le projet qui a été annoncé hier, la concertation entre le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, et les partenaires sociaux a permis d'y voir un peu plus clair sur les arbitrages de l'ancien patron du RPR pour la réforme qui doit voir le jour en 2019. Donc je répète, donner des droits à la retraite identiques à chacun, quel que soit le statut du travailleur au moment où il cotise. On ne parle plus en termes de trimestre, mais en termes d'âge pivot. Voilà un petit peu le préambule du document qui a été remis à la presse hier. Alors Sébastien Meurant, ça mérite peut-être un commentaire. La question des retraites est une question cruciale puisqu'il y a moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Ce qui aboutit à soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations, soit on repousse l'âge de départ en retraite. Moi, je crois qu'il faut toujours regarder la réalité en face et comment font les autres pays. Et la question qui se pose réellement, c'est combien de temps, on devrait partir de combien de temps travaille-t-on dans une vie ? Parce que si on commence de plus en plus tard, évidemment, on est amené à terminer de plus en plus tard, avoir un droit à la retraite de plus en plus tard. Donc, ce qui est intéressant, c'est le volume global de travail dans une vie. Et ça, cette question, je ne l'ai pas tellement vue traitée, puisque si, notamment par rapport aux jeunes, et notamment par rapport à l'apprentissage, on essaie de développer l'apprentissage en France, comme font d'autres pays en Allemagne. En Allemagne, on part en retraite plus tard. Mais on commence bien souvent avec des années d'apprentissage. Donc moi, c'est pas très clair aujourd'hui. Vous savez, ce gouvernement et ce président ont fait énormément d'annonces, de communication, tout azimut. Et au final, on se rend compte que rien n'est traité au fond. Sur la question de départ en retraite, si vous êtes pompier militaire, est-ce que vous allez avoir cette question du nombre de points se pose. Est-ce qu'on va faire travailler les militaires, des gendarmes? Est-ce que c'est le même? Je crois que les caisses de retraite, elles obéissent pour certaines à une logique. Et cette logique, c'est que vous avez des caisses de retraite qui sont excédentaires et d'autres qui sont extrêmement déficitaires. Les CSK cheminots. Donc là, dans ce grand chamboulement, si grand chamboulement il y a, il ne faudrait pas que des caisses qui sont bien gérées soient pillées par des caisses ou des régimes qui sont déficitaires. Et la caisse la plus déficitaire, qui est donc renflouée par nos impôts, c'est bien sûr la caisse des cheminots. Des cheminots, RATP, gaziers, miniers, ce genre de choses. Donc la question des retraites, elle devrait, à mon avis, être traitée différemment. Cette question d'âge pivot n'est pas forcément quelque chose de très très judicieux. Ce que les gens comprennent, c'est que au nombre de points cotisés, ils ont le même nombre de retraites. Ça, c'est quelque chose qui a du sens. Sauf que dans la réalité, si vous faites un métier, comme je disais, un métier à risque, est-ce que c'est juste? Est-ce que vous pouvez être considéré de la même façon que si vous êtes derrière un bureau, pour faire simple? Donc cette question de la retraite, moi je suis pour la liberté, un principe de liberté. Il faut simplifier. Donc, si vous acceptez de partir plus tard, eh bien, vous avez une pension meilleure. Si vous acceptez de partir plus tôt, eh bien, vous acceptez une décote. Mais cette question, moi, de volume de travail au sein d'une vie. On sait qu'en France, on travaille moins qu'ailleurs. C'est un sujet, évidemment, qui affectera forcément les pensions. Et on sait très bien aussi que la question du chômage et des trous dans les cotisations de retraite est
quelque chose de très très grave. Et là, je n'ai pas vu, mais c'est vrai que c'est tout au début, on entend. On est qu'au début, c'est un projet pour le moment. Mais est-ce que vous, au niveau du Sénat, lorsque la loi va arriver à l'étude au Sénat, est-ce que vous avez la possibilité de modifier justement ce qui ne convient pas? Bien sûr. Au Sénat, la chance que nous avons, c'est que nous sommes majoritaires au Sénat, donc nous pouvons voter des propositions de loi. Après, elles sont reprises ou pas reprises par l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais au Sénat, on bonifie, on amende énormément en fait de lois. La dernière étant la loi sur la loi Elan et notamment sur le logement et la production de logement. Donc bien sûr, au Sénat, on modifiera, on amendera, mais on attend évidemment les derniers décisions, derniers textes du gouvernement et de l'Assemblée nationale, puisque c'est l'Assemblée nationale qui va examiner d'ailleurs ce texte. En premier, oui, bien sûr, et après ça passe au Sénat. Merci. Merci beaucoup Sébastien Meurant. Je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise. Alors, seconde info du jour, c'est les Français et l'intercommunalité. C'est un sondage commandité par Jean-Luc Rigaud, le président de l'Assemblée des communautés de France, auprès de l'IFOP. Sur 1000 personnes interrogées, alors que nous sommes à 6 mois des prochaines élections locales, municipales et intercommunales. Et pour la première fois, les citoyens d'ailleurs vont élire directement les conseillers communautaires au sein des communes. Ça, on n'en a pas encore beaucoup parlé, je vous l'annonce donc aujourd'hui. Donc là, sur 1000 personnes interrogées, 85% considèrent que cela permet de mettre en commun les moyens des communes au niveau d'un projet de développement plus cohérent. 80% estiment que cela permet d'offrir de nouveaux services et des équipements collectifs aux habitants. Et c'est une bonne chose, disent-ils. Je veux dire qu'il y ait donc de l'intercommunalité. 73% que cela tend à une hausse d'impôts. 69% estiment que cela tend à complexifier la gestion locale et non à la simplifier. 68% estiment que cela permet d'adapter la gestion publique à l'évolution des modes de vie. 35% que cela permet de renforcer la solidarité financière entre les communes riches et les pauvres. 59% que cela tend à éloigner les élus des citoyens. Et d'ailleurs, 54% ne savent pas qui en est le président. Mais quand même, 62% estiment que c'est une bonne chose d'être en intercommunalité. Alors voilà, ma question, Sébastien Meurant, c'est à vous que je la pose. Les enjeux intercommunaux doivent-ils être mis dans les débats lors des prochaines élections en 2020? Parce qu'on n'en entend pas parler juste pour le moment. Bien sûr, c'est crucial. L'idée des technocrates qui nous dirigent depuis un certain nombre d'années, c'est de se dire qu'il y a moins de communes, il y aura plus d'efficacité. Et c'est faux. Entre la théorie et la pratique, il y a effectivement la réalité. Et aujourd'hui, l'intercommunalité n'a de sens que si ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Par contre, si ça complexifie, et si ça n'est pas au service des communes et du lieu et des habitants de ces communes, l'intercommunalité va dans le mur. On a copié le modèle européen. Si l'Europe ne sert pas les États et les nations et les peuples, et si l'Europe fonctionne pour elle-même et comme un empire contre les États, ça ne peut pas fonctionner. De la même manière, l'intercommunalité n'a de sens que si elle permet de faire mieux que ce qu'on fait tout seul. Le principe de subsidiarité est un principe qui est bafoué dans la réalité dans bien des cas. Et à ce jour, c'est extrêmement compliqué de faire fonctionner des intercommunalités, même avec une bonne volonté, puisqu'on a créé une couche supplémentaire. Et évidemment, moi je suis de ceux qui défendent les communes. C'est là où les gens vivent, c'est là où les gens connaissent leurs élus, maires, conseillers municipaux, maires adjoints, et c'est là où on a la capacité à influer sur le cours des choses. L'intercommunalité, c'est quelque chose qui est éloigné. On a créé des énormes intercommunalités de plusieurs centaines de milliers d'habitants, et en plus sans rien supprimer. Donc là, le problème en France, c'est qu'on a rajouté, et ça c'est le président précédent qui a rajouté par les lois NOTRe et MAPTAM une couche supplémentaire d'intercommunalités obligatoires. L'État a fait le découpage de ces intercommunalités qui n'ont pas de sens auprès de la réalité géographique, économique, historique. Donc c'est un sujet complexe, et les économies, on les attend toujours comme on attend les économies des grosses régions. Il faut savoir qu'en matière, contrairement à l'idée qui est véhiculée, l'intercommunalité c'est une bonne chose, on se met en commun, on se regroupe, on fait mieux, il y a dans ce genre de choses des économies d'échelle. Je prends l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Parce que 73% des gens interrogés estiment que cela a tendu à une hausse d'impôts. On a tous vu la hausse d'impôts. Qu'est-ce qu'on peut faire, donc? Eh bien, revenir au bon sens. Est-ce que nous avons besoin de ces couches supplémentaires? Je pense que là encore, la liberté
Les élus, on n'a pas attendu les contraintes qui pèsent toujours plus sur donc émises par l'État pour se regrouper, pour faire une station d'épuration, pour gérer des questions de l'eau. Donc moi, je suis pour la liberté. Et la liberté de ces élus, elle est contrôlée par le citoyen électeur. Donc en fait, il faut repartir de la base. Et c'est pas les petites communes qui ruinent la France. Par contre, c'est tous les gros machins qu'on leur fait. Où là, finalement, il faut recruter un directeur général et des services, des fonctionnaires qui, eux, ne sont pas responsables devant le peuple. Donc ayons confiance aux élus locaux qui, eux, sont à charge d'administrer eh bien, les villes, les communes. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voyez ce qui se passe. Et là, je prends l'exemple des régions parce que c'est quand même symptomatique. On n'a rien supprimé au niveau de ces énormes régions. Et alors, comme vous habitez la Corrèze, on s'éloigne du Val d'Oise, mais que tout se passe sur Bordeaux, eh bien, ça pose problème. Ça pose problème. Vrai problème. On ne réussit pas toujours peut-être à se faire entendre d'ailleurs. On réussit de moins en On moins en à se faire entendre. reparlera peut-être tout à l'heure, Sébastien Meurant, si vous voulez, parce que c'est quand même important et peut-être que ça fera partie de notre discussion sur la loi de finances. Voilà, on en reparlera tout à l'heure de cette gestion, mais c'est vrai que les Français attendent une simplification du millefeuille administratif et qu'on ne le voit pas venir. Allez, aujourd'hui, dans l'équipe, on accueille une nouvelle personnalité, c'est Paco, qui vient nous rejoindre depuis tout de suite. Depuis aujourd'hui, il va être là avec nous pendant 1 mois. Il est apprenti journaliste. Donc, bonjour Paco. Bonjour. Alors Paco, quoi d'autre comme info aujourd'hui ? Qu'y a-t-il dans nos bouteilles de vin? La question peut se poser en effet, car hormis le fait que l'étiquette exalte nos papilles, elle nous renseigne finalement peu. Or, après l'analyse de différents produits, les experts se sont rendus compte que les bouteilles que l'on consomme ne contiennent pas que du raisin, loin de là. Entre doses de sulfite élevées et autres produits additifs, le contenu de notre verre devient finalement un mystère. Il faut savoir qu'il n'y a pas de règle d'étiquetage pour le vin. De plus, selon l'Institut national de recherche et de sécurité, de nombreux pesticides ainsi que les produits cancérigènes se cacheraient dans nos bouteilles. Pour les vignerons, les seules limites sont respectées. Ces derniers sont divisés entre ceux qui ne croient pas au miracle face aux pesticides et d'autres qui se lancent dans la production de vin naturel sans pesticides de synthèse. Une chose est sûre, pour le vin plus propre, les consommateurs devront encore attendre. Merci Paco. Alors Guillaume Thomas, une réaction peut-être ? Oui, alors ce qu'on constate en ce moment, c'est que on retrouve des pesticides dans la plupart de nos produits de consommation, on va dire. Donc, je voulais réagir parce que France Info a commandé une étude scientifique sur une analyse de plusieurs vins du bassin bordelais, dans laquelle on retrouve une quinzaine de molécules, dont des pesticides, qui sont des fongicides, des insecticides, des herbicides, donc qui sont utilisés pour traiter les vignes contre les maladies, contre les ravageurs, ou pour lutter contre les mauvaises herbes. Voilà, donc en fait, dans cette étude, on montre qu'il y a des pesticides, ils sont en dessous des seuils préconisés. Moi, je voulais surtout alerter la population, on va dire, sur l'effet cocktail qu'on ne connaît pas, qu'on peut avoir sur ces différentes molécules qui sont présentes, et pour conseiller un peu le consommateur qui peut être perdu parce qu'il n'y a pas d'étiquetage, comme disait Paco, il faudra se tourner vers du vin bio, du vin sans sulfite ou carrément du vin biodynamique. Vous voulez même dire qu'il faudrait arrêter de boire ces vins-là ? C'est quelque chose qu'on pourra préconiser, surtout en termes d'enjeux environnementaux et d'enjeux sanitaires. Non mais là on vous rejoint, d'ailleurs on a parlé la semaine dernière du problème des enfants nés sans main ou sans bras dans 3 départements de France. Là quand même c'était encore un scandale sanitaire. Voilà. Merci en tout cas Guillaume Thomas pour cette réaction. On poursuit avec les infos du jour. C'est l'opération Porte Ouverte les 12 et 13 octobre 2018 pour 38 entreprises franciliennes du patrimoine vivant. Et oui, c'est un nouveau label, le label EPV, les entreprises du patrimoine vivant. Et donc 38 entreprises sur 300 en Ile-de-France ouvrent leurs portes. Ce label a été décerné pour une période de 5 ans par le ministère de l'Économie et des Finances. Ce label donc permet de distinguer les entreprises au savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Alors c'est donc dans la mode, la beauté, la décoration, la gastronomie,
les équipements professionnels, optiques ou de loisirs. Voilà, beaucoup de domaines. Et donc au cours de ces 2 journées, je répète, les 12 et 13 octobre, vous aurez accès à ces entreprises qui sont non seulement là pour vous montrer leurs produits, mais aussi pour parler des possibilités de formation et d'apprentissage dans leur métier, donc dans leur domaine d'activité. Donc allez-y, je vous cite quelques-unes des entreprises qui vont ouvrir. Il s'agira par exemple de la Cité de la Céramique de Sèvres, du parfumeur Molinard, de la Maison du Vitrail ou encore de la Verrerie de Soisy. En tout cas, vous trouverez la liste des entreprises ouvertes au public sur Internet, bien sûr, sur journée-faire.patrimoine-vivant.com. Voilà, à savoir qu'en Ile-de-France, 300 entreprises sont labellisées EPV, donc je répète, ça veut dire entreprise du patrimoine vivant, et puis ça représente 22% sur le territoire national, mais en tout cas ça représente 22 000 emplois et un chiffre d'affaires cumulé de 7,8 milliards d'euros, soit 34% et 56% du niveau national. Donc, moi, j'ai qu'un mot à dire, achetez français. Sébastien Meurant. Je souscris complètement à ce que vous venez de dire, et c'est vrai que nous sommes en regard. Et moi, j'étais maire de Saint-Lô-la-Forêt, je reste conseiller municipal de Saint-Lô-la-Forêt, et nous avons, depuis une trentaine d'années maintenant, les métiers d'art qui viennent 2 fois par an. Et on expose donc jusqu'à 300 artisans d'art. Et là, c'est le savoir-faire français. C'est quelque chose où nous excellons. Ça touche évidemment à tout ce qui est identité, tout ce qui est histoire des territoires. Et là, c'est vraiment à encourager, donc à faire connaître, à encourager le consommateur à aller voir, encourager les jeunes aussi à aller voir comment on peut apprendre, donc on peut donc recevoir un savoir, un savoir-faire. Et là, il y a du travail, il y a des métiers passion. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'avoir un métier où on est passionné, où on peut commencer jeune à travailler et on peut créer son activité. Et là, il faut encourager là. Et là, je rebondis puisque c'est souvent les collectivités qui aident les créateurs d'art, d'artisanat d'art. Et là, les collectivités, les communes aident, soutiennent et promeuvent ces activités. Donc, quelque chose de très important et quelque chose de très important dans le savoir-faire français où nous excellons et notamment dans le cadre des exportations. Et nous avons des grandes maisons qui utilisent ces savoir-faire. Donc, il faut le faire savoir. Il faut les encourager. Merci beaucoup, Sébastien Meurant. Paco, autre info du jour, c'est le prix Nobel d'économie. Oui, le prix Nobel d'économie a été attribué aux chercheurs américains William Nordhaus et Paul Romer. Le premier, professeur à l'université de Yale, est récompensé pour ses travaux intégrant le changement climatique dans les analyses macroéconomiques de long terme. Le second, ancien économiste en chef de la Banque mondiale et enseignant à l'université de New York, est salué pour ses recherches intégrant les innovations technologiques dans les analyses macroéconomiques de long terme. Merci Paco. Alors, autre info un petit peu plus, cette fois-ci, douloureuse, c'est la violence conjugale, un tabou même pour la police. La violence conjugale n'est malheureusement pas assez dénoncée dans notre société actuelle, mais lorsque c'est le cas, il faut agir afin de sensibiliser la population. D'ailleurs, la secrétaire d'État, le week-end dernier, la secrétaire d'État chargée à l'égalité homme-femme, a lancé dimanche une campagne de télévision par un clip composé de témoins de violences conjugales dans un mois d'octobre rose, je vous le rappelle, qui symbolise la lutte contre le cancer du sein. Or, sur les réseaux sociaux, cette initiative a suscité de vives réactions. Nawel ou encore Olivier ou Aude ont tous subi ou été victimes de violences conjugales, mais d'après eux, les policiers n'ont jamais pris au sérieux leurs appels. Ils sont entendus répondre « Désolé, on n'a pas le temps pour cela ». Et la police répond « Eh bien, on ne peut pas se déplacer faute de patrouille, disent-ils, c'est-à-dire faute de véhicule ». Donc on reste un petit peu bien sûr, devant cette réaction. Alors, pour compléter, j'ajouterais que pour lutter contre les violences, le Val d'Oise a renouvelé son soutien à 2 associations. La première, c'est l'association Voix de Femmes, à hauteur de 11 700 € en 2018. Voilà, cette association lutte contre le mariage forcé, l'envoi au pays sans consentement, la séquestration et toute forme de violence et de discrimination faite aux femmes. En 2017, ils ont reçu 215 personnes, pour l'essentiel des femmes de moins de 25 ans, en Val d'Oise, ça se passe. Et donc, sous la pression familiale ou le poids de la culture, certaines sont amenées à être déscolarisées ou même à cesser de travailler. L'association, donc je répète, Voix de Femmes intervient sur tout le territoire français et 73% des femmes accueillies résident en région Île-de-France et 27% en Val d'Oise. La seconde, alors leur téléphone, parce que ça peut vous intéresser, le téléphone de l'association Voix de Femmes, c'est le
01 30 31 05 05. Donc ça s'appelle SOS Mariage Forcé. Je rappelle 01 30 31 05 05. L'autre association, c'est Du côté des femmes. Ils sont venus à mon micro il y a quelques mois déjà. Là, pareil, le Val d'Oise les soutient à hauteur cette fois de 80 190 €. Cette association incite les femmes à s'inscrire dans un parcours d'émancipation civique et intellectuelle et les accompagne afin qu'elles puissent agir. Donc, du côté des femmes, lutte contre les violences faites aux femmes et les accompagne vers un retour à l'emploi. En 2017, elles ont accueilli 3332 femmes sans rendez-vous. Elle est très connue en France et elle va intensifier en 2018 son action auprès des communes de Cergy, d'Éragny, de Jouy-le-Moutier, de Taverny, de Goussainville et de Sarcelles. Leur téléphone, c'est 01 84 24 42 34 pour l'association, je rappelle, du côté des femmes. Et puis, ils ont bien sûr un site internet, donc n'hésitez pas à les appeler. Je rappelle qu'il y a un autre téléphone, c'est le téléphone Très Grave Danger, qui est donc accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et cette plateforme est proposée par le Mondial Assistance. Voilà un petit peu pour les infos du jour. Vous voulez peut-être réagir, Sébastien Meurant? C'est un sujet auquel nous sommes confrontés. Moi, j'ai été confronté en tant que maire de Saint-Leu à un mariage forcé. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas en France avoir ce genre de problème à régler, à devoir intervenir. Donc c'est quelque chose qui malheureusement se répand. De manière générale, la violence se répand dans notre pays et ce qui explique après certains votes, je pense. Donc là, il faut encourager toutes ces associations, il faut faire connaître également. Et là aussi, donc les collectivités ont un rôle à jouer. Et nous avions, avec une de mes adjointes, sur le premier mandat, créé la journée européenne du droit des victimes. Parce qu'en fait, il n'y a pas non plus de plateforme qui recense les associations qui se battent pour la reconnaissance du droit des victimes, que ce soit sur les femmes battues, violées, l'enfance. Oui, l'enfance. Il faudra qu'on refasse une émission sur ce thème parce qu'il y a beaucoup à dire. Je pense que la violence, quand il y a une violence faite aux femmes, il y a la violence faite aux enfants, c'est une violence qui est... 70 000 enfants en danger en France. En danger que physique. Oui, sans parler des violences morales, voilà. Et là, la journée du droit donc des victimes, nous avons fait ça en Trocadéro, en partenariat avec la ville de Paris et la ville de Saint-Leu-la-Forêt. Donc là encore, les villes peuvent faire les choses. Et là, c'est là parce qu'on est confronté, et c'est dans les communes qu'on essaye de résoudre les difficultés. Oui, et puis c'est quand même les maires et son équipe municipale qui sont au courant de ce qui se passe au cœur. Bien sûr. Au cœur des foyers. Donc, le département soutient, et c'est une bonne chose, et en fait, il faut associer et faire connaître une fois encore. Et je pense que les plateformes de droit d'aide aux victimes sont des choses importantes. Voilà, donc il faut soutenir ces deux associations, donc Voix des femmes et Du côté des femmes, en tout cas pour le Val d'Oise. Dernière info peut-être, Paco, c'est le GIEC qui s'insurge une nouvelle fois? Oui, le GIEC s'insurge. En effet, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat s'alarme encore une fois de l'état de notre planète bleue. De nouvelles études ont été réalisées récemment et elles montrent que la situation est plus qu'alarmante. Le temps du constat est fini pour le GIEC, il est donc temps d'agir. Les scientifiques évoquent un réchauffement de 1,5 degré entre 2030 et 2052. De plus, 70% des récifs coralliens pourraient disparaître suite à ces fortes chaleurs. Pour cela, les ONG comme WWF ou encore Greenpeace veulent l'équivalent d'un Big Bang écologique pour changer les choses. Les climatologues, quant à eux, demandent une baisse significative des gaz à effet de serre, environ 45%. Selon l'ONG Oxfam, chaque dixième de degré supplémentaire porte en lui un risque de vie ou de mort. Les choses doivent donc rapidement évoluer, selon le GIEC, pour éviter des conséquences qui seraient irréversibles pour la vie humaine. On crie haro sur la voiture, pourtant c'est bien le chauffage urbain des grands ensembles qui est incriminé, comme l'action des grands pays, je pense à l'Inde ou encore à la Chine. Merci Paco. Une réaction peut-être Guillaume Thomas sur le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est vrai que c'est global, ça va passer par la réduction des produits phytos, ça va passer par une vision déchets complètement revisitée, ça va passer par des bâtiments éco-conçus qui auront une thermique adaptée, on va passer par plusieurs procédés environnementaux qui globalement permettront de freiner et ensuite d'arrêter ce réchauffement climatique. D'essayer de le faire stopper.
d'essayer un petit peu de peser dans la balance, parce qu'il y a le côté naturel dans un sens et puis le côté humain. Sébastien Meurant. Et il faut s'intéresser à tous les sujets. Là, ce gouvernement a effectivement mis l'axe contre le véhicule, la voiture. Et par contre, on se détourne complètement des questions de pollution liées aux avions. Oui, par exemple. C'est vrai. Transport maritime également. On ne s'intéresse pas à ce que peuvent rejeter ces porte-conteneurs énormes qui traversent les océans. Et les avions qui passent au-dessus de notre tête, et bien là, ce sont des conventions internationales qui font en sorte qu'on ne peut pas taxer, par exemple, le kérosène. Vous n'avez pas de TVA sur le kérosène des avions, des choses comme ça qui sont assez surprenantes. Et on n'en parle pas. Non, on n'en parle Et, pas. C'est vrai. et pourtant, c'est la réalité. Donc, il faut s'intéresser à tous les Il faut que vous nous en pollueurs. parlez. Il faut que vous veniez pour nous en parler. Donc. Tous les pollueurs, je ne sais pas, mais et après, on a fait en France, on est quand même un pays qui est vertueux, notamment sur tout ce qui est CO2, grâce à notre filière nucléaire. Et on pourrait, il faut quand même raison garder, parce qu'on ne peut pas se mettre toutes les contraintes que les autres ne respectent pas. Nous sommes 1% de la planète. Lorsque l'Inde ou la Chine surtout est le premier de très très loin pollueur, évidemment c'est la première, c'est l'usine du monde. C'est pas en nous mettant tous à vélo, tous à pied qu'on va influer sur les degrés de la planète. Hein. Oui. On fait énormément d'efforts, on est plutôt vertueux, donc battons pas trop notre coulpe dans la mesure où on est plutôt en avance sur beaucoup d'autres Donc pays. il faut arrêter de se culpabiliser. En fait, on est quand même pas si mal. C'est ça que vous voulez nous dire. Je Sébastien pense Meurant. qu'on n'est pas si mal et surtout il ne faut pas mettre de contraintes à notre monde économique qui en subit déjà trop et il faut s'intéresser vraiment à l'ensemble des choses et moi je suis pour la multiplication des circuits courts, je suis pour qu'on ait une réflexion sur la mondialisation qu'on le subit, donc le moins 10 ans et pas le mieux 10 ans. Moi je suis pour le mieux 10 ans, ça veut dire qu'on évite d'importer des volailles qui viennent du Brésil ou d'ailleurs et qu'on s'intéresse à une filière France. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on permettra d'avoir des circuits qui nous permettront de moins polluer. Merci Sébastien Meurant. Deux petits scoops pour terminer et après on va faire une respiration musicale. Le scoop du jour, je vais vous en annoncer deux. Le premier c'est EasyJet qui va investir dans des hôtels à bas coût en France. Une quinzaine est prévue. Sur combien de temps, je ne sais pas. Et le nom, eh bien, ce sera Easy Hotel. L'autre scoop, c'est l'exploit de Singapore Airlines. Vous parliez des avions, justement, Sébastien Meurant. Eh bien, Singapore Airlines affrète un avion plus léger. Enfin, il y a Herman Herman et son trio. Voilà. Donc, Excuse-moi. pour le commentaire de l'actualité, c'est tout. Je ne vous torture plus. Comment? Non, très bien. Donc maintenant, c'est sur vos sujets perso. Bon, on continue avec vous, bien sûr, Sébastien Meurant. Hein. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est par rapport à votre candidature samedi, donc quand même. Pourquoi vous vous êtes, pourquoi vous vous proposez, et puis ce que vous proposez, Pour quelle surtout, raison, c'est ça, voilà, pour quelle raison, voilà. Que ça peut faire le président d'un mouvement politique. Voilà. Surtout que, disons qu'en ce moment, les LR, on a appris qu'il y a quand même une grosse chute des adhésions. Il faut avoir envie, c'est ça. Alors, je sais pas, j'avais entendu que c'était 6000. Oui, absolument. Au plus haut, on était 6 000 et il y avait 1100 Ça, adhérents. vous allez en le dire, juillet. les chiffres hein. Je sais pas vous faire. Donc, je sais pas. Ce que vous voulez. Et on est monté à 1600 parce qu'il y a des élections. Il y a eu des adhésions de dernière minute. Pour le Val d'Oise, là Oui. Ah oui, on est à combien dans le Val d'Oise 1600. 1600. D'accord. Et on était à 1100 au mois de juillet, 1600 là, et on était au plus haut à 6000. Est-ce qu'on a le temps d'aller boire un verre d'eau? Oui, parce que de toute façon, c'est Sébastien Meurant qui parle, vous avez largement le temps. Vous pouvez même entrer et sortir pendant que... C'est pas agréable pour celui qui parle, mais enfin, moi ça me dérange pas, mais les invités ça va les déranger. Donc c'est pour ça que je préfère que vous sortiez pendant les pauses. Donc là, on passe pas plus de... 1 minute à 2 minutes maximum. Je dis ça même pour Jacqueline, parce que j'ai écouté les deux émissions qu'on a fait, c'est trop long, on perd complètement le fil de ce qui est dit. Hein. Donc moi, avant, je faisais qu'1 minute 50, Quentin il sait, on a essayé de rallonger un peu, mais ça va pas. Faut pas faire plus d'1 minute 80. Donc là, je suis 17, il était à 5, c'était 5, le morceau il est combien? Ah, il est trop long, donc... Il était à 5 et Oui, non, mais c'est trop long, moi, on passe que des extraits dans le bar de l'écho. Hein. Ok. On n'est pas une émission musicale, hein, nous. Nous, on est là pour parler de sujets chauds. Donc, c'est vous qui nous dites quand on reprend. Dans 1 minute encore? Ça va faire 2 minutes.
Et donc, un petit peu, 20 secondes avant la fin, vous nous dites, on reprend dans 20 secondes. Quelquefois, vous allez voir, on est pris par nos paroles, parce qu'on se recale tous, et quelquefois, on ne voit pas le temps passer. Ok. Et il faudra faire pareil avec Jacqueline. Hein. Voilà, c'est très jazzy. Bertrand Biéchy, c'était pour vous plaire, parce que vous avez mis que vous m'avez Je suis mis. content d'être venu. Que vous avez mis le jazz. Vous connaissez pas? Non. Bon, là, c'est un peu sec, mais souvent, ils jouent en trio, c'est magnifique. Vous nous posez des questions, c'est ça? Oui, alors. On se présente à... Non, je vais vous poser des questions, Oui, d'accord. vous vous laissez conduire. Je peux vous dire, si vous pouvez carrément la verrouiller, s'il vous plaît, c'est les trucs, c'est ce Vous voyez? Pourquoi on a chaud? Bah non, mais on entend les avions et tout ça. Moi, j'entends pas. Je suis concentré dans ce que j'ai à dire, j'entends rien. J'entends tout. J'étais bien dans le sujet jusqu'à présent, j'entends pas. Mais là, moi, non. On y va. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre Yaron Herman, ce pianiste exceptionnel. Je vous invite à acheter ses disques ou à aller l'écouter de visu, c'est beaucoup mieux. C'était donc un extrait, bien sûr, parce que ce sont des musiques assez longues. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise, Bertrand Biéchy, directeur du GEVO Île-de-France, Pauline Mariot, chargée de mission auprès de l'ADAPT, et puis Guillaume Thomas, notre start-up, cofondateur donc de Zéro Phyto Pro. Tout de suite, on va passer la parole à Sébastien Meurant. Donc, votre actualité, c'est tout chaud, c'est pour dans quelques jours, samedi. C'est le vote au niveau du Val d'Oise. Vous vous présentez à la candidature de la présidentielle du groupe politique Les Républicains. Alors, expliquez-nous un petit peu vos motivations, ce que vous leur proposez, puisqu'on sait que les Républicains, au niveau national, ont un petit peu chuté ces derniers temps. Ces quelques années, nous avons effectivement un peu chuté, notamment avec la défaite de notre candidat aux dernières élections présidentielles. Donc moi, j'ai un parcours de militant à la base. Hein. À partir de 18 ans, je suis rentré au RPR. Et modestement, j'ai gravi les échelons, et l'apprentissage de ce que devient un militant, c'est que j'ai été élu dans l'opposition, puis je suis devenu maire, puis je me suis intéressé à la politique par passion, pas par métier. Hein, c'est une vraie différence. Pour moi, c'est une fonction. Et c'est pas un métier. Oui, parce que vous exercez toujours dans votre cabinet, vous y avez le temps? Toujours une petite activité, de moins en moins. Évidemment, c'est un choix de vie qui est ce qu'il est. Mais je tiens à garder un pied dans le monde réel. Et je pense que c'est important d'aller voir des entreprises, de savoir comment on fonctionne. Notamment, j'ai lu quelque chose hier par l'URSSAF et l'ami des entrepreneurs. C'est une nouvelle. Le président a déclaré ça hier, que l'URSSAF était l'ami des entrepreneurs. Je crois qu'il n'a dû jamais créer son entreprise ou à être confronté à l'URSSAF. Donc moi, j'ai un parcours de militant. Un parti politique au niveau local, ça doit être quoi pour moi? Ça doit réfléchir. Ça doit être un lieu où on réfléchit, où on échange, où on forme. On ne devient pas maire comme ça en claquant des doigts. On ne devrait pas devenir député en claquant des doigts. Et je dirais même qu'on ne devrait pas devenir président de la République sans avoir un passage obligé dans les territoires. Et je pense qu'une ville, là où les gens vivent, ça permettrait de rester humble et de rester en phase avec les réalités, vous voyez ce que je veux dire. Il se trouve qu'un parti politique, ça doit servir à réfléchir, à sélectionner, à former et évidemment à gagner des territoires, car l'objectif, ce n'est pas de discuter, c'est de mettre en œuvre des idées. Et les mots sans les actions derrière ne sont que du temps perdu. Moi, je vais essayer sur le plan local, départemental, de recréer un parti politique qui réfléchit, qui forme, qui sélectionne et qui gagne les élections. Et tout ça, ça peut se passer que dans un esprit de compagnonnage. Je vais utiliser un mot comme un mot gaulliste, ou de camaraderie. Il faut avoir plaisir à se retrouver, à échanger. Et je crois qu'un parti politique, ça doit être un corps intermédiaire, où les gens se retrouvent dans les bons moments de la vie, comme dans les mauvais moments de la vie. C'est un moyen aussi de lutter contre l'anonymisation de notre société, l'individualisme exacerbé. Je pense qu'un parti politique départemental, ça doit être un lieu où on se rencontre, où on a plaisir à se voir et où on s'entraide. Et bien sûr, on s'entraide au service du territoire, mais du pays. L'objectif, quand on s'intéresse à la politique, c'est l'avenir du pays. Et quand on parle du pays, on parle de l'avenir de ses enfants, de sa famille. Nous sommes que des passeurs. Hein. Ce pays il a été fait par nos anciens, avec ses forces, ses faiblesses, dans un monde qui est plus que jamais dangereux.
et il faut penser à demain. Donc moi, ce qui motive, me motive, c'est d'essayer de défendre ce territoire du Val d'Oise qui est si mal défendu, et l'objectif est de faire une force politique pour influer sur le cours des choses. Et vous parliez tout à l'heure du Grand Paris. Si le Val d'Oise est ignoré du Grand Paris, n'est pas dans les radars, dans les grands investissements de l'État, c'est parce que je pense que nous sommes faibles, et nous sommes faibles depuis des années. On n'est pas assez présent, en fait, vous voulez dire, on ne discute pas assez avec les institutions? On n'est pas assez présent à Paris, on ne se fait pas suffisamment entendre. Et évidemment, un parti politique avec 6 000, 7 000 adhérents, avec des élus qui sont mobilisés sur des causes identifiées. Là, vous voyez ce qui se passe avec le pont de Gennevilliers depuis des mois, c'est un scandale. Les gens mettent des heures et des heures, c'est de la vie volée. Si nous ne sommes pas dans le Grand Paris, des transports, il n'y a qu'une gare, alors que nous payons, les entreprises payent la taxe sur les bureaux, les particuliers payent la taxe spéciale d'équipement, la TSE, vous venez de la recevoir, c'est des taxes qui sont affectées, et bien c'est affecté à quoi? À d'autres territoires que le Val d'Oise. Le 93 a plus d'une vingtaine de gares, le Val d'Oise n'a qu'une seule gare. Et nous avons le seul territoire aussi dont les autoroutes ne sont pas branchées sur le périphérique. À l'époque de De Gaulle, de Delouvrier, de ces grands commis de l'État, c'était prévu. Tout ça, ça a été abandonné. Comment se fait-il que les déviations prévues, le BIP et autres, ne sont toujours pas, la francilienne, ne sont toujours pas inscrits dans les plans de développement, et ça passe après 2030. C'est un véritable problème pour le territoire et pour les habitants de ce territoire. Et moi, je veux me battre pour éviter que le 95 soit un territoire de relégation. Et vous voyez, je cite le 93 qui reçoit des milliards et des milliards. Beaucoup, c'est vrai, notamment en développement de transport en commun. Sur l'investissement de l'État, sur les JO à venir. Et nous, la population chassée du 93 par l'explosion du prix, notamment de l'habitation, et une population qui peut poser problème, je ne veux pas que nous soyons l'unique réceptacle de cela. C'est vrai qu'on a déjà parlé à ce micro du doublement entre la ligne 15 et la ligne 16 dans le 93. Ça laisse quand même assez surprenant parce qu'elles font exactement le même trajet, elles sont en parallèle. Et nous, dans le Val d'Oise, on n'a toujours pas ce fameux hub à Pleyel, il n'y est toujours pas inscrit. Absolument, alors qui permettrait d'éviter d'aller sur Paris pour basculer sur la Défense au Roissy. Il y a beaucoup de sujets qui concernent le Val d'Oise et nous ne sommes pas dans les radars. Et là-dessus, je pense qu'un parti politique fort, avec des élus qui sont forts, qui partagent les mêmes idées, qui veulent se battre pour le territoire, on peut se faire entendre à condition de se faire entendre, d'aller dire, écoutez, à madame, toutes les instances, il n'y a pas que Paris, la petite couronne, il y a aussi la grande couronne, et on nous impose de plus en plus de réglementation, de construire de plus en plus. C'est construire sans les transports ou sans l'activité économique à côté, c'est un vrai problème. Puisque vous êtes valdoisienne, certains d'entre vous sont valdoisiens depuis des années, tous les ans, c'est plus dur pour se rendre à Paris. Et donc là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est vrai. On en parle presque tous les jours à ce micro. Alors, vous parlez de l'individualisme exacerbé des élus, peut-être. Est-ce que les élus sont assez unis pour porter leur parole ? Alors, c'est-à-dire qu'au-delà des enjeux de pouvoir, il y a des questions qui sont des enjeux sur les idées et sur les projets politiques. Au-delà des hommes, il y a des enjeux sur les idées. Moi, je crois aux idées. Je crois que les idées mènent le monde. Et c'est pour ça que je vous parlais d'un parti politique qui doit réfléchir. Et il ne faut pas, selon moi, que tout vienne du centre de Paris et que les élus locaux, les militants locaux, les chefs d'entreprise locaux, et c'est là où je me tourne vers vos invités, nos invités aujourd'hui, ils ont des idées. Il faut faire connaître la richesse des territoires. Et donc ça, un parti politique, ça va être un réceptacle de bonnes pratiques. Et là, Vegetal Shield, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et sur le territoire, l'adapte aussi, comment avoir des territoires qui sont inclusifs vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Je reviens toujours à la même chose. C'est au niveau local que l'on peut mettre en place des bonnes pratiques. C'est au niveau local où on peut identifier la vraie misère, les vraies difficultés et ceux qui peuvent être amenés à passer à travers les mailles du système et à tricher. Alors justement, Sébastien Meurant, se faire entendre avec la future loi de finances et l'impact sur les finances locales, comment va-t-on faire ? Parce que vous allez réfléchir au Sénat sur ce thème-là pendant les prochains jours. Absolument, c'est un gros sujet. Quelques chiffres, mais je ne vais pas vous en donner beaucoup. Le budget de l'État sur 2019 a été construit avec 99 milliards de déficit prévus. 99 milliards de déficit prévus. Donc la petite musique sur la maîtrise des dépenses publiques,
sur l'efficacité, sur la trajectoire, sur le respect de la dette, etc. Tout ça, c'est de la communication. Les chiffres, c'est 99 milliards de déficit prévu en 2019. Nous avons été en déficit en 2017 de 67 milliards. Entre 2017 et 2019, vous imaginez plus de 30 milliards de déficit supplémentaires. Donc on a un gouvernement qui ne sait pas comment gérer la France, qui multiplie les annonces. Et dans ces annonces, il y avait effectivement la suppression de la taxe d'habitation pour une partie de la population. Et grâce au Conseil constitutionnel, ça devrait concerner tout le monde. Sinon, pour la première fois de l'histoire de la Ve République, le Conseil constitutionnel se permettait de rouvrir ce dossier-là. D'accord, donc c'est le Conseil constitutionnel, c'est ce que vous nous informez aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel qui a obligé finalement le gouvernement à étendre l'enlèvement de la taxe d'habitation à tous les Français et non pas seulement à une partie de la population. Absolument. Alors, par contre, cette logique intellectuelle ne tient pas, car la taxe d'habitation, elle n'est pas mauvaise en soi, c'est le mode de calcul qui est mauvais. C'est deux choses différentes. Lorsque vous sortez de chez vous, les trottoirs, les écoles, pour faire simple, c'est payé par vos impôts locaux. Là, vous allez couper le lien entre le local et le national. Donc c'est quelque chose qui est très dommageable, car si les trottoirs ne sont pas bien tenus chez vous, si les écoles ne sont pas bien tenues, c'est de la responsabilité du maire parce que vous payez des impôts à la mairie. Là, ça va passer par l'État qui va redistribuer. Et on sait comment l'État redistribue, il redistribue mal. Et après, sur cette question de taxe d'habitation, si cette taxe d'habitation est injuste, la taxe foncière est aussi injuste, puisque c'est le même mode de calcul. Donc là, s'il fallait supprimer la taxe d'habitation parce que c'était injuste, il fallait supprimer la taxe foncière également. Là, on n'y touche pas. Et on ne parle pas, évidemment, des taxes d'habitation pour les résidences secondaires. Donc c'est une promesse de campagne qui a été faite par le candidat Macron, devenu président Macron, ils ne savent pas comment le financer. Donc ils le financent par une augmentation des déficits. Et ce qui est très grave au niveau de la démocratie locale, de la citoyenneté locale, c'est que c'est la principale ressource des collectivités. Donc on va continuer à étrangler les villes, là où les gens vivent, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est donner des moyens aux villes, et vous le savez que les villes, ce n'est pas là où il y a des déficits, il y a 4% du déficit français qui réside dans de la dette française qui réside dans les communes, et contrairement à l'État, les collectivités ne peuvent pas voter un budget en déficit. Donc là où c'est mieux géré, c'est là où c'est dans les communes, et là où c'est mal géré, c'est l'État. Et là, il y a un coup de rabot encore de 13 milliards qui a été mis sur les collectivités, et c'est un drame, parce que ça avait commencé avec le précédent président, on a coupé les finances locales, et là on est en train notamment de couper les libertés locales. Donc vous êtes citoyen, lorsque ça n'ira pas, eh bien vous allez avoir votre maire qui vous dira bah, je suis désolé, on ne peut plus, c'est l'intercommunalité parce que ça remonte au-dessus. Monsieur intercommunalité, vous ne connaissez pas. Donc il y a un manque de vision, et je termine là-dessus parce que sinon c'est un sujet qui pourrait être très très long à développer. On attend toujours, 1 an et demi après l'élection, la vision d'Emmanuel Macron sur la métropole parisienne. Qu'est-ce qui va? Parce que là, monsieur Hollande avait créé les métropoles en plus des grosses intercommunalités. Et là, qu'est-ce qu'on devient, nous, Val d'Oise? Alors que nous avons perdu Argenteuil-Beson, qui est parti sur la métropole parisienne sur le 78. Nous avons perdu une partie de Roissy, qui a été mariée de force avec le 77. Oui, c'est-à-dire qu'on avait remarqué que dans la métropole du Grand Paris, il prenait que les départements ou les zones riches et il laissait les pauvres de côté. Exactement. Donc, un parti politique local fort, ça doit se faire entendre le territoire et défendre le lieu où les gens vivent. Et là, il y a un vrai problème de vision politique. Et j'en reviens à ce que je disais. Emmanuel Macron ne sait pas du tout, ne connaît pas comment fonctionnent les villes, les départements, les intercommunalités, les régions. Il ne connaît pas du tout. On vient de perdre le ministre de l'Intérieur qui, lui, avait défendu la métropole lyonnaise. Mais si vous connaissez le département du Rhône, c'est un tout petit département. Et en fait, le département du Rhône, le reste du département du Rhône a bien du mal à financer ses routes parce qu'en fait, les métropoles captent la richesse et les autres, eh bien, moi, je veux éviter que le Val d'Oise soit le dernier des Mohicans, voilà, et qu'on soit relégué en citoyen de seconde zone. Espérons qu'ils revoient leur copie parce qu'on ne comprend pas du tout pourquoi, alors qu'on a déjà une Île-de-France avec une zone déjà géographique répartie, pourquoi on couperait encore le camembert autrement et qu'on casse ce qui marche, c'est ça. Et surtout. Vous imaginez les transports dans le Vexin français, les transports, alors qu'à Paris, vous avez les trams, vous avez les métros, vous avez les bus au niveau de service, et l'ensemble de la richesse et des investissements qui sont concentrés. Donc il y a un vrai risque de relégation de nos territoires. Merci Sébastien Meurant. On va passer tout de suite la parole à Bertrand Biéchy pour le GEVO. Vous êtes directeur donc du GEVO Île-de-France, un groupement d'employeurs
tant sur les Yvelines que le Val d'Oise. Alors, que fait le Gévaux? Que faites-vous, Bertrand Biéchy, au Gévaux? Florence, je vais essayer de vous l'expliquer. J'étendrai donc Yvelines, Val d'Oise et aussi Hauts-de-Seine, Essonne et Paris, les grands, voici. Bon, un groupement d'employeurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entreprises qui se mettent ensemble pour mutualiser du personnel. Il y a différents cas de figure. Dans notre cas, c'est parce qu'ils ont besoin de certaines compétences, mais pas à temps plein. Ce qu'on va leur offrir, c'est donc du personnel compétent, formé, qui est apte au poste immédiatement et qui va venir un jour ou 2 jours ou 3 jours dans leur entreprise sur la base d'un planning régulier pour faire le travail que ferait une autre personne si la société était plus grande. Nous exerçons essentiellement dans les fonctions support ou expertes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans des profils de l'employé jusqu'au cadre, dans les métiers de la gestion, de l'administration, des ressources humaines, du soutien commercial et communication, de la qualité, sécurité, environnement. En clair, tout ce dont une entreprise a besoin pour fonctionner, mais quand c'est une PME ou une filiale d'un grand groupe, elle n'a pas besoin de ce personnel à temps complet. Donc notre action, c'est de recruter les personnes, de trouver les personnes, de recruter selon les besoins des entreprises adhérentes, parce que nous sommes une association loi 1901 à objet bien particulier. Et donc nous allons les impliquer, les entreprises, pour définir un profil. C'est nous qui allons chercher les candidats. Et là, donc, nous sommes aidés. Désolé, moi j'ai un petit faible pour les départements, la région, les agglomérations, parce que il y a des côtés qui sont peut-être un peu lourds, mais les bons côtés, c'est le développement économique et de l'emploi, où il y a une bonne coordination qui est assurée par ces entités intermédiaires, ces collectivités territoriales. Donc nous sommes en rapport avec eux, avec Pôle emploi, avec APEC, nous recrutons en direct, nous sommes membres une quinzaine de réseaux d'entreprises, nous en connaissons une trentaine, et grâce à ça, nous trouvons des candidats de valeur qui sont recrutés en général en CDI, c'est-à-dire il y en a d'autres qui disent nous faisons des CDI, c'est à peu près 1%, nous, au Gévaux, c'est 99%. Nous, alors, c'est-à-dire que sont en CDI. Le salarié donc est recruté, est embauché par qui? C'est le Gévaux qui l'embauche, voilà, ou bien c'est l'entreprise? La structure du Gévaux, le groupement d'employeurs. D'accord, c'est vous qui embauchez. Voilà, c'est vous qui faites les contrats de travail. Qui allons recruter ces personnes, les engager sur la base d'un contrat de travail totalement classique, qui est une fois de plus à 99% un CDI, et ensuite c'est nous qui allons, avec nos sociétés adhérentes, les mettre à disposition sur la base d'un temps partiel régulier par entreprise, c'est le temps partagé, et donc suivant les cas, il y a des personnes qui veulent travailler, nous avons des salariés qui veulent travailler qu'un jour par semaine au Gévaux, il y en a qui veulent travailler 5, donc c'est du temps partiel choisi. D'accord, donc en fait c'est des deux côtés finalement, tant le salarié peut donner son avis que l'entreprise, chacun choisit le temps finalement. Voilà. Florence, à notre époque on n'impose plus. On n'impose plus. On accompagne, on demande et on fait avec. Bien sûr, on influence, parce que sinon, c'est pas drôle. Et notre valeur ajoutée, c'est de dire, bon, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne serait pas bon d'avoir un peu plus de temps de travail ici, ainsi de suite. Mais bon, on s'adapte. Moi, j'exerce un métier dur, mais sympathique. Sympathique pourquoi? Je suis pour le développement des entreprises, le développement de l'emploi et le développement des territoires. Donc c'est simple, c'est la bonne équation économique, comme disait Sébastien Morand. Et moi, je dois composer avec ces trois entités, et voilà, quoi. Alors, Bertrand Biéchy, qu'est-ce que vous avez comme offre d'emploi en ce moment à pourvoir? Il y en a beaucoup? Vous avez 2 heures ou 3 heures? Donc, nous avons des postes dans les fonctions support. Donc, par exemple, nous avons une assistante accueil et administrative à 2 jours et demi à Henry, donc dans le 95. Une gestionnaire ou un gestionnaire paye 3 jours semaine dans un petit cabinet d'experts comptables à Auvers-sur-Oise. Des techniciens maintenance sur des systèmes de mesure, ça c'est pointu, là ça serait itinérant. Des collaborateurs comptables pour un cabinet d'experts comptables. Un gestionnaire ou un manager qualité, sécurité, environnement 2 jours par semaine à Sartrouville. Et chaque fois quand je dis 2 jours ou 3 jours, c'est une base de démarrage et ensuite on complète. Notre objectif, c'est si nous avons en face de nous un candidat ou une candidate qui dit « Ok pour 2 jours, ben moi, sous 6 mois, je veux 4 jours », et bien on y va. Alors, est-ce que justement vous mettez des barrières d'âge? Puisqu'on parlait tout à l'heure de l'âge, avant, quand on a préparé cette émission, on se disait qu'on considère, en France, on est un peu tombé sur la tête, il faut le dire, on considère qu'on est trop vieux à partir de 45 ans. C'est quand même jeune, 45 ans. C'est des définitions statistiques. Alors, disons tout, Bertrand Biéchy. Moi, ce que je regarde d'abord, c'est les compétences. Nous souhaitons avoir des personnes qui soient immédiatement aptes au poste. Donc,
la barrière d'âge, elle sera plutôt à l'inverse parmi le personnel junior. Et heureusement qu'il y a d'autres structures que la nôtre qui accompagnent, forment, ainsi de suite, par l'apprentissage ou par d'autres méthodes, des candidats juniors qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle. Nous, dans nos sociétés, qui sont des PME, je le rappelle, il y a parfois personne qui, à part la personne qu'on va recruter, qui sait faire le travail. Oui, les entreprises sont trop petites. Et donc c'est plutôt à partir de 25, voire plutôt 30 ans que nous recrutons. Donc la barrière d'âge est plutôt à l'inverse de votre question. Je vais quand même y répondre, parce que je suis là aussi pour ça. Nous, il n'y a pas une barrière d'âge. On a des 55 ans, des 60 ans, c'est pas la majorité. La majorité, c'est entre 40 et 50. Mais nous acceptons bien volontiers des candidats de 50, 55 ans, et c'est nous qui les recrutons. Donc l'entreprise ne prend pas le risque, ou c'est un risque mesuré et partagé. Mais nous, ce qu'on regarde d'abord, c'est les compétences techniques, l'expérience professionnelle et un état d'être. Voilà, ce qui est intéressant. Juste pour compléter, une personne qui ne sait pas s'adapter à une PME du Val d'Oise, des Yvelines, des Hauts-de-Seine aura des difficultés. Une personne qui n'a pas travaillé dans le milieu des entreprises aura des difficultés avec nous. Et ce n'est pas avec moi qu'elle aura des difficultés, elle aura des difficultés pour s'intégrer, s'impliquer et bien fonctionner. Voilà, donc ce qui est intéressant avec vous, c'est que c'est vous qui recrutez, donc, et en plus, vous nous apprenez aujourd'hui que à partir de 50 ans, bien au contraire, les entreprises, elles veulent ces candidats-là, et c'est ça qui est intéressant de savoir aujourd'hui. Et ce temps partagé, ça c'est drôlement bien. Finalement, on peut travailler autant de temps qu'on a envie. L'important, c'est la compétence technique et le savoir-être. Et le savoir-être. Et là, à 60 ans, moi j'ai déjà vu des personnes à 60 ans qui... en termes de savoir-être, sont un peu meilleurs que d'autres. Voilà, donc vous, au contraire, vous promet les personnes à partir de 50 ans. Donc si vous cherchez du travail, eh bien contactez le GEVO, parce qu'on n'y pense peut-être pas toujours. Ils ont peut-être un travail pour vous, que ce soit dans des PME ou des TPE ou des sociétés plus importantes. Parce qu'il y a un peu de tout dans vos adhérents, c'est bien ça? Tout à fait. Donc on va rappeler, Bertrand Biéchy, que vous travaillez à la fois sur le 92, le 95 et le 78. Voilà, plus 91, plus Grand Roissy, plus 75. Voilà, donc à presque toute l'Île-de-France finalement. Non, j'oublie 77 parce que c'est un peu loin. C'est trop loin. Comme disait monsieur le sénateur, ça ferait un peu loin en kilomètres et en temps. Mais les autres départements, on est à l'écoute des... On est aussi à l'écoute des entreprises et des agglomérations. On vient nous chercher, on vient. Si dans le 94 personne ne vient nous demander, on n'ira pas. En revanche, même si on ne nous demande pas, on va contacter des entreprises dans la moitié ouest, y compris Paris, la moitié ouest de l'Île-de-France. Merci Bertrand Biéchy. On vous retrouve tous les quatre tout de suite. On va faire une toute petite respiration musicale avec le nouvel album que sort Mylène Farmer. On ne peut pas passer à côté. Et je vous propose un titre original, à la fois dans le titre de la chanson, ça s'appelle Histoire de fesses, mais aussi le son. Il faut dire que cet album est très éclectique. Écoutez. Ça va, pas faux? C'est un peu chaud ici, hein? Un petit peu, oui. On peut pas ouvrir? Mais même un peu plus, nous on laisse ouvert tout le temps. Si vous n'avez pas froid dans le dos? Non, ça va. Après, c'est juste qu'il y aura des sons d'avion quand vous parlez. Tant pis. Ouais, tant pis. Si Vous pouvez ouvrir l'autre tant qu'on y est. On dégage du CO2 là. Une quinzaine là. Il reste une quinzaine sur le morceau. Et là, ça fait combien de temps? Il reste une 10 maintenant. Oui. En tout, il fait très court. C'est très bien. Ça tombe bien avec mon rythme, c'est parfait. C'est ce qui nous fait, parce qu'on a trop à dire, nous. Bertrand, vous avez d'autres choses à dire ou pas? On va peut-être rappeler l'adresse du site internet ou... Ça va être un peu long, parce que soit c'est une adresse email recrutement @ Non, le site internet, on donne, ils trouveront dessus. GEVO. C'est vous qui allez le donner. Voilà, très bien. Ça va là-bas? Ah, ça va très bien. Et le reste? C'est haut et c'est... Oui, c'est ça. Surtout, Philippe, vous me prévenez bien. 30 secondes. 30 secondes, on reprend dans 30 secondes. Donc Bertrand parle, après Bruno, c'est toi. Et ensuite, c'est donc Pauline. Voilà, c'est l'histoire de fesses. Hein?
Il est pas mal cet album, j'aime bien, moi, il y a plein de sons différents. Chasse. 8. Allez. 4. 3. Voilà, il faut acheter le nouvel album de Mylène Farmer, ça vient de sortir. Il y a des sons très différents, vous allez voir dans cet album, c'est très intéressant. Je vous le conseille. On est toujours au bar de l'économie sur IDFM avec Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise, Bertrand Biéchy, directeur du GEVO, Pauline Mariot, chargée de mission à l'ADAPT et Guillaume Thomas, fondateur de Zéro Phyto Pro. Vous en saurez plus dans quelques secondes. Bertrand Biéchy, on était avec vous. Alors, si on veut venir travailler, je rappelle que vous proposez du travail en temps partagé. Si on recherche du travail, finalement, il faut vous contacter. Alors, à quelle adresse peut-on vous contacter? Quel est le nom du site internet? Voilà, le plus simple hein, pour les entreprises comme pour les candidats, parce que nous adressons aux deux. Donc notre adresse c'est www.geyvo.fr. Voilà, geyvo.fr. Pour l'employeur, Yvelines Valoise, Île-de-France. Voilà, Merci. dans presque tous les départements de l'Île-de-France. Allez-y, c'est très intéressant. Et les plus de 50 ans sont appréciés, donc courez-y vite. Voilà, on va tout de suite faire une nouvelle pause, mais cette fois, c'est Bruno Vigoureux qui vient d'arriver. Bonjour Bruno, alors quel secret de cuisine aujourd'hui? Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. À nos fourneaux. Voilà, vous avez vu le temps qu'il va faire dimanche? Une horreur. Un temps resté à la maison, bien au chaud, à l'abri de la pluie et du vent. Ça sent le dimanche matin à cuisiner. Et même, vous pouvez commencer samedi si ça vous dit. Je vous propose un plat bien typique. Un plat que notre bon roi Henri IV voulait voir figurer sur toutes les tables tous les dimanches. Ce n'est pas vraiment le cas, mais on aime quand même et toujours le fumet de ce plat familial et chaleureux. Je veux parler bien sûr de la poule au pot, une valeur sûre de notre gastronomie. Le plat convivial par excellence qui ravira tout le monde. Et en plus, c'est un plat simple et bon marché. On va partir sur une recette pour 6 personnes. Vous comptez 30 minutes de préparation et 2 heures de cuisson. Il vous faut une belle poule au pot prête à cuire, 12 petites carottes nouvelles, 6 petits navets, 2 branches de céleri, 6 jeunes poireaux, 3 cuillères à soupe de crème liquide légère, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 2 tablettes de bouillon, 1 cuillère à soupe de fond de volaille en poudre, un bouquet garni. Et pour la farce, vous avez besoin de 2 tranches de pain de mie, 10 centilitres de lait, 150 g de foie de volaille, 25 g de beurre, 2 échalotes, 150 g de jambon haché, 2 cuillères à soupe de persil ciselé, un œuf, une pincée de 4 épices, sel et poivre. Pour commencer, vous faites la farce. Dans un bol, vous émiettez le pain de mie et vous couvrez de lait. Vous coupez les foies de volaille en dés, vous les faites sauter à la poêle 5 minutes avec le beurre et les échalotes pelées et hachées. Vous les mettez dans une jatte, vous ajoutez le jambon haché, le pain égoutté, le persil ciselé, l'œuf et les 4 épices, le poivre et le sel. Vous travaillez à la fourchette afin d'obtenir une farce bien homogène. Ensuite, vous faites bouillir 3 litres d'eau avec les tablettes de bouillon et le bouquet garni. Vous farcissez la poule, vous recousez l'ouverture avec du fil de cuisine et vous la faites cuire pendant 1h30 dans un faitout. Pendant ce temps, vous pelez les carottes et les navets en leur laissant un petit plumet vert, c'est plus joli pour la déco. Vous effilez le céleri et vous le coupez en tronçons. Vous nettoyez les poireaux en laissant un tiers du verre et vous ficelez en bottillons. Après 1h30 de cuisson, vous jetez les légumes dans le faitout et vous laissez cuire 30 minutes. En même temps, vous versez 3 louches de bouillon dans une petite casserole. Vous ajoutez le fond de volaille et le jus de citron. Vous laissez réduire d'un tiers à feu vif. Vous ajoutez la crème et vous fouettez. Vous n'avez plus qu'à servir la poule entière, entourée de légumes, avec la sauce dans une saucière. Et vous m'en direz des nouvelles. Je suis sûr que votre famille ou vos invités vont se régaler. Bonne cuisine, bon appétit et à très bientôt. Et merci Henri IV. On se retrouve à 13h30 pour mon émission Sport en Val d'Oise. Absolument. On parlera de l'équipe de Beson, de basket de Beson, la petite équipe qui monte. Merci beaucoup Bruno pour cette délicieuse recette. On va essayer, je vous promets. C'est très simple, vous allez voir. Allez, tout de suite, on va passer la parole à Pauline Mariot, car Pauline, l'ADAPT lance une grande campagne nationale de recrutement de bénévoles. Alors, que se passe-t-il à l'ADAPT ? En effet, donc l'ADAPT a un réseau de bénévoles, le réseau des réussites, la force bénévole de l'ADAPT.
Au niveau national, donc on a 35 comités répartis sur différents départements, 350 bénévoles qui accompagnent les candidats en situation de handicap dans leur recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'ils vont faire avec eux leur CV, lettre de motivation, leur donner des conseils pour leur entretien d'embauche. Et donc en Ile-de-France, nous avons différents comités, donc dans le 75, 78, 91 et 92. Et le comité du 95 est tout nouveau depuis cette année, donc je lance un appel aux bénévoles pour nous rejoindre dans le 95. Donc dans le 95, vous venez d'installer finalement votre association à un bureau, c'est ça? Alors, comment ça fonctionne? C'est relié avec l'association au national. Donc vous recherchez des bénévoles qui voudraient venir rejoindre l'ADAPT pour s'occuper plus particulièrement du 95, c'est bien ça? C'est ça, des personnes en situation de handicap du 95 qui recherchent un emploi. Voilà, et donc d'ailleurs vous avez annoncé 350 bénévoles, c'est sur toute la France. Oui. Votre objectif c'est 500, c'est bien ça? Oui, c'est 500 ça. bénévoles pour couvrir les besoins, pour aider les personnes en situation de handicap. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les accompagner également en rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait quand on est bénévole dans votre association? Qu'est-ce qu'on demande aux bénévoles? On va construire, donc c'est une rencontre individuelle et personnalisée avec la personne en situation de handicap. Les personnes vont construire leur projet professionnel ensemble. Et c'est avant tout un échange personnel et professionnel que peut apporter le bénévole. Donc jusqu'à présent, combien d'handicapés finalement aidez-vous par an à peu près? Est-ce qu'on a une idée? On accompagne environ chaque année 400 personnes en situation de handicap en recherche d'emploi. C'est la mission principale de l'ADAPT ou il y en a d'autres? Alors l'ADAPT a deux grandes missions, je dirais. Donc c'est à la fois une association gestionnaire d'établissements. Donc nous avons 120 établissements partout en France, donc pour l'accompagnement vers l'emploi, la formation, le soin, la rééducation, pour tout handicap et tout âge. Et on accompagne environ 16 000 personnes. Et l'ADAPT, c'est aussi une association militante avec l'organisation de nombreux événements et notamment de sensibilisation pour faire changer le regard que porte la société sur le handicap et oui. Notamment des employeurs et recruteurs. Là, c'est vrai, et puis on connaît vos campagnes depuis 1920, enfin vous existez depuis 1929, voilà. Donc c'est une institution pour nous en France. C'est vrai que l'ADAPT fête ses 90 ans l'année prochaine. Ah bah voilà, donc un bel anniversaire, vous reviendrez pour votre anniversaire, on en reparlera. Alors vous avez pas mal de postes à pourvoir, j'ai vu en 95, parlez-nous un petit peu de ce que vous recherchez. Alors, nous, on est plutôt l'intermédiaire entre les candidats et les recruteurs. Après, il y a sûrement aussi des offres d'emploi. Je vous invite à aller sur notre site internet, ladapt.net, sur l'onglet recrutement. J'ai vu que vous recherchiez donc des aides médico-psychologues pour l'IME d'Andilly et aussi pour le parc à Soisy, sous Montmorency. Donc là, il y a 3 postes à pourvoir. Donc si ça intéresse, on peut lancer aussi un appel à candidats, candidature. Et puis j'ai vu que vous recherchiez aussi un moniteur éducateur pour l'IME Jacques Marot, d'Andilly, donc un 4e poste. Et puis toujours pour Andilly, eh bien un éducateur spécialisé. Donc il y a du travail. Donc on fait appel aux candidats qui voudraient venir vous rejoindre. Alors, quels sont vos besoins au niveau de l'ADAPT, hormis la recherche de bénévoles? Alors l'ADAPT, quels sont vos besoins en ce moment? L'actualité peut-être, oui. Nous organisons la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la SEPH. Donc c'est un événement créé et organisé par l'ADAPT depuis 1997 et c'est devenu la Semaine européenne depuis 2015. Et donc comme je disais, c'est un événement pour sensibiliser notamment les recruteurs pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc on organise cette semaine-là, donc du 13 au 25 novembre, près de 150 actions au niveau national. Donc il y a un site dédié pour retrouver toutes nos actions. Donc c'est www.semaine-emploi-handicap.com. Et donc je peux vous donner peut-être 2 événements phares. Oui, ça serait bien que vous nous expliquiez un petit peu ce qui va se passer pendant cette semaine. Par exemple, dans le 95, il y aura un forum emploi où les entreprises seront amenées à rencontrer les candidats sous forme d'un job dating où les candidats auront une dizaine de minutes pour présenter leur motivation à l'employeur. Et donc le réseau des réussites, donc le réseau bénévole, aura également un stand sur ce forum pour coacher les candidats en amont de leurs entretiens.
Alors, est-ce que l'adresse est déjà donnée? On peut la donner? C'est à Franconville. C'est à Franconville. Et vous savez dans la salle des fêtes peut-être? Non, pas encore. Donc on le réannoncera, vous nous préviendrez Exactement. quand tout sera bien déroulé, parce que c'est vrai, c'est dans un mois et demi même, on a encore le temps. Donc là, toute la semaine, il va y avoir des événements partout en France, ou c'est surtout pour l'Île-de-France? Partout en France, oui. Partout en France. Alors, quand on est, vous avez dit tout à l'heure que vous recherchiez des bénévoles, qu'est-ce que ça demande comme temps aux bénévoles? Qu'est-ce que vous leur demandez? Combien de temps il faut vous consacrer? Alors, pour l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, c'est assez variable. En fait, les rendez-vous avec les personnes se font en fonction des disponibilités des bénévoles. Les rendez-vous se font quand la personne est disponible. Et les bénévoles se retrouvent ensemble une fois par mois. Il y a une réunion mensuelle. D'accord, donc c'est pas pour du travail administratif, il faut bien différencier, c'est uniquement de l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Oui. Et donc c'est à la demande des personnes Exactement. qui, voilà, peut-être elles ont besoin de voitures, peut-être il faut aussi une voiture, peut-être il faut les accompagner quelquefois à des rendez-vous, non? Souvent, les rendez-vous, non, ils sont autonomes. C'est vraiment un accompagnement en amont pour leur entretien d'embauche. D'accord, donc c'est les aider à retrouver du travail et à les préparer finalement Exactement. à tous les entretiens. Donc ça demande quoi? Il faut une journée par semaine en moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous écoute et qui... Oui, non, même pas 1 à 2 fois par mois. C'est 1 à 2 fois par mois. Donc voilà. Et donc pour la semaine, on revient à la semaine nationale européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 19 au 25 novembre. Est-ce qu'il y a des villes phares dans lesquelles va se passer Il y a un ces événements? à Paris, à la mairie du 3e arrondissement de Paris. C'est également c'est un événement sous forum, et c'est un forum également, qui s'appelle Andy Réussite. Et donc c'est également la rencontre entre employeurs et candidats en recherche d'emploi. Donc là, on invite aussi les employeurs à vous rejoindre pour proposer des postes, peut-être. Employeurs et candidats. On fait un appel aux employeurs de venir donc à la fois à Franconville et puis à Paris. En tout cas, puisque nous, on est la radio Île-de-France, on va surtout parler de ce qui se passe dans notre région. Voilà, merci beaucoup Pauline. On va rappeler peut-être comment on fait pour vous contacter. Vous pouvez aller sur le site internet www.ladapt.net. Voilà, et là-dessus, on trouve le contact et on vous contacte. Exactement. Merci beaucoup, Pauline. Une nouvelle petite pause musicale, une respiration, et on revient dans une petite minute. Il fait trop chaud ici. À lundi? Ouais, lundi. Lundi, c'est... Ouais, c'est après on s'arrête pour... On boit quoi avec la poule au pot? Pardon? Qu'est-ce qu'on boit avec D'habitude, la tu le poule dis. au pot? Oui, c'est vrai, oui. Qu'est-ce qu'on boit avec la poule au pot? Du vin blanc, Oh. un vin du Jura. Ah, moi j'aime pas, mais bon, pour ça. En récap, Non, ouais, un gaillac, un cave, un truc comme ça. Oui, c'est vrai que je le dis d'habitude. Oui, d'habitude, tu me le dis. Je te vois tout à l'heure, Quentin? Ouais. Ok. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Merci, Bruno. À lundi. Ah, vas-y. Donc là, c'est quoi? Vous avez choisi qui? Soprano. C'est Soprano. Ah oui. C'est la suite. À la vie, à la mort. Peut-être que vous... Est-ce que l'un d'entre vous va intervenir sur les propos de Pauline ou de Bertrand Mouchy? Le GMO de France est administrateur de l'insertion handicap Yvelines, qui a donc la mission Cap Emploi sur le 78, et donc qui favorise l'insertion vous allez me le dire au des micro. handicapés dans les entreprises et aussi dans les entités publiques. On y va, Philippe? Au bar de l'économie sur EDFM, vous venez d'entendre Soprano à la ville à la mort. Nous étions donc avec Pauline Mario pour l'ADAPT qui nous parlait de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 19 au 25 novembre. Donc à Franconville et à Paris, il va y avoir toute cette semaine-là des rencontres entre les employeurs et... Tous les jours, les alternatives les plus performantes aux produits phytosanitaires pour différents secteurs qui sont donc, le monde agricole. On s'adresse à toutes les cultures, de la culture maraîchère jusqu'à la vigne, en passant par l'horticulture, et on s'adresse également aux collectivités qui ont des besoins d'entretien
d'entretien d'espaces verts, d'entretien de voiries, d'entretien de bâtiments, protection des bâtiments contre certains nuisibles, zéro phyto, donc de manière naturelle, sans produits phytosanitaires. Sans produits, voilà, nocifs, c'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui? Exactement, on sera sur une gamme de produits donc, qui est d'abord performante, parce que c'est l'enjeu, et qui n'aura aucun impact sur l'environnement, sur les riverains, sur les utilisateurs. Et puis, donc aucun impact sur la santé humaine et l'environnement, comme je vous disais. Alors, il faut dire que vous êtes issu, la plateforme est issue par une société qui s'appelle Vegetal Shield. Exactement. Donc, vous n'êtes pas à votre première expérience, en fait, dans ce domaine, Exactement. puisque Vegetal Shield propose déjà des biostimulants. On est fabricant de biostimulants, en fait, on est des hommes de terrain. Pour vous expliquer un peu les produits Vegetal Shield qui ont été développés, tout le monde connaît les purins d'ortie, qui est en fait la recette de grand-mère qui permet Voilà. de booster et de protéger les plantes, les cultures contre certains ravageurs. On est reparti de cette recette de grand-mère qu'on a voulu améliorer de manière scientifique parce qu'on est des ingénieurs agronomes, des ingénieurs en environnement. On a travaillé sur des pH d'eau qui servent à la fermentation, on a travaillé sur des temps de fermentation, on travaille avec des petites sondes à rigolement qui nous permettent de savoir à quel moment on doit arrêter cette fermentation pour obtenir le produit le plus performant. Donc on n'est plus du tout dans la recette de grand-mère qui existe. D'ailleurs, on ne veut pas s'appeler purin d'ortie, on va s'appeler extrait fermenté, parce que c'est des produits qui ont été travaillés scientifiquement et sur lesquels on arrive à avoir de très très bons résultats pour protéger contre les ravageurs et pour booster les plantes, parce qu'on est sur des produits qui redonnent vie au sol. Tout simplement, on va relancer la microbio, on va avoir des vers de terre qui vont revenir, qui vont aérer le sol. On sait que pour avoir une terre de qualité, on a besoin d'avoir de l'air, de l'eau qui puisse s'infiltrer. Et on sait qu'aujourd'hui, la plupart des produits phytosanitaires appauvrissent les sols. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça que vous avez donc créé cette plateforme pour qu'on puisse acheter vos produits plus facilement, j'imagine? Alors, pas du tout. Pas du tout. Donc, on est issu des macérations de plantes. On connaissait plein d'alternatives autour de nous qui existaient. Et on a constaté qu'il n'y avait pas de plateforme qui les réunissait, avec des conseils personnalisés, avec des choses. Donc, c'était d'abord réunir toutes nos connaissances, toutes les entreprises comme tous ceux qui fabriquent des produits pouvant aider les agriculteurs, les collectivités à produire plus sainement finalement. Exactement. On est parti de cette idée-là et puis maintenant Donc en fait c'est une communauté, finalement on peut dire que c'est une communauté de fabricants de produits phytosanitaires non chimiques. D'alternatives, exactement. D'alternatives aux produits phyto. Donc on peut parler de communauté, c'est l'esprit. Donc nous c'est des produits qu'on sélectionne d'abord parce qu'on les connaît pour leur performance. Et donc voilà. Alors, comment vous financez? Bon, vous avez eu l'idée. Ouais. Comment vous financez maintenant? Comment vous avez fait? C'est de la love money, c'est-à-dire c'est de l'argent, c'est vous-même des copains qui avez investi dedans ou vous êtes allé voir des business angels? Comment vous avez fait? Expliquez-nous. C'est sérieux, on est sur des fonds propres. Donc en fait, on fait partie d'un petit groupe qu'on appelle entre nous le groupe Zéro. Donc c'est un groupe indépendant breton parce qu'on est basé au nord de Rennes, en Bretagne. Et un groupe qui a pour objectif de réduire les impacts environnementaux. On a une société qui travaille sur l'accompagnement aux groupes industriels pour tendre vers le zéro déchet. Donc, valoriser au mieux le déchet industriel, qui soit un déchet banal, carton plastique, ou qui soit un déchet un peu plus compliqué comme les déchets végétaux, où on arrive à faire des valorisations, notamment en cosmétique, en allant le plus loin possible dans la valorisation. C'est une société qui s'appelle HSE Optimisation et dans ce groupe on a aussi deux sociétés historiques, HSE Optimisation et Raddown, qui développent des systèmes haute performance contre les rongeurs, contre les volatiles, avec des systèmes non chimiques. Donc l'esprit du groupe est l'objectif du groupe est d'abord de réduire les impacts environnementaux et Vegetal Shield est la petite sœur, on va dire, de ces deux sociétés. Donc on a monté ça grâce à des fonds propres. On a deux banques qui nous font confiance depuis maintenant 12 ans sur le groupe. Alors quels sont vos besoins pour pouvoir vous développer justement? Alors depuis, donc on était en phase de développement depuis janvier. Maintenant, il est temps de promouvoir, on va dire, cette plateforme des alternatives
auprès des professionnels, auprès des collectivités, qui eux ont des réglementations zéro phyto, donc ils sont obligatoirement, ils doivent travailler obligatoirement sans produits chimiques. Pour la partie agricole, on va souhaiter diminuer. Voilà, on va parler de diminution de produits phytosanitaires parce qu'on est dans une phase de transition. Donc on ne peut pas cultiver à grande échelle sans produits chimiques, vous voulez nous dire? On pourrait, mais ça ferait arracher les cheveux de beaucoup de personnes. Et voilà, donc c'est complètement possible. Hein. On le sait parce qu'on est sur le terrain tous les jours, c'est complètement possible. Et bizarrement, 80% de nos clients sont des conventionnels qui veulent réduire leurs produits phyto. D'accord, donc en fait, il y a quand même une prise de conscience dans le milieu de la production, c'est ça? Et donc ça commence, donc c'est bien, ça commence à évoluer. Maintenant, reste à convaincre, si j'ai bien compris, les collectivités pour vous introduire dans le marché des collectivités et des espaces verts pour que toute la France s'y mette. On va en faire la plateforme de référence qui regroupe de jour en jour, en fait, hein, dès qu'on aura une nouvelle innovation, elle sera chez nous, pour aller vers le zéro pesticide. Alors justement, Guillaume Thomas, on va rappeler, donc votre plateforme c'est zerofitopro.com avec des traits d'union entre chaque mot. Oui. Est-ce que le particulier peut acheter? Oui, c'est ouvert à tout le monde, c'est une plateforme de e-commerce, donc on va pas limiter aux professionnels, les conditionnements sont professionnels. Donc c'est un peu plus grand, mais ça se garde longtemps de toute façon. Exactement. Voilà, donc si vous avez envie de produire mieux et de cultiver votre jardin en prenant soin de la planète, n'hésitez pas à contacter phyto-pro.com. Il nous reste 4 minutes d'antenne, donc maintenant je vais vous proposer de conclure. Peut-être Sébastien Meurant, un petit mot, et puis peut-être on va pouvoir conclure avec vous Sébastien sur Sauve Life aussi. Oui. L'esprit de la communauté, c'est cet esprit-là. C'est 50 000 décès cardiaques en France. On sauve 4% simplement sur ces 50 000. Donc avec l'application Sauve Life. Alors l'application Sauve Life, l'idée c'est de faire en sorte que chaque citoyen qui fait partie de cette communauté puisse porter les premiers secours. Une minute de perdu, c'est 10% de risque de décès. Les secours se déplacent en France et ils sont extrêmement performants en 13 minutes. Évidemment, ça dépend où on habite. Mais 13 minutes, c'est trop tard pour un arrêt cardiaque. Donc l'idée, c'est de faire de chaque citoyen un acteur de la sécurité et un acteur de la sécurité publique. Et donc, vous téléchargez cette application, Sauve Life, S-A-U-V, Life, L-I-F-E. Donc, il faut la télécharger sur son téléphone. Cette association, c'est aussi une association, référence les défibrillateurs. Il y a un problème, vous vous appuyez sur cette application, des médecins régulateurs vous contactent, envoient quelqu'un qui est dans la communauté pour intervenir, envoie quelqu'un chercher le défibrillateur et se charge de prévenir les secours. Donc là, ils ont commencé. Ça a été lancé il y a 3 semaines, un mois à l'hôpital de Pontoise avec Agnès Ricard, la responsable du SAMU 95. Également, ils sont venus cette semaine au Sénat pour mettre à l'honneur les citoyens qui ont sauvé déjà des vies, puisque ça commence à fonctionner. Et là, on a eu un témoignage de quelqu'un qui était dans les Pyrénées-Orientales et quelqu'un est intervenu, lui a sauvé la vie. Voilà, donc chargez l'appli Sauve Life. En fait, il faut dire aussi qu'elle a été développée par le SAMU du 95, qui était venu le dire au micro au printemps, d'ailleurs. Et donc là, ça y est, ça fonctionne. Ça fonctionne, il faut faire connaître. Et donc, il faut faire connaître et il faut surtout la télécharger. 50 000 décès, 4% de survie. Un exemple, qui est l'exemple typique, Las Vegas, ils sauvent 74% des personnes. Nous, on est à 4%. Oui, c'est pas beaucoup. Ouais, 4%. On a une grosse marge de progrès. Ouais, voilà. Et toutes les minutes qui passent, c'est 10% de survie en moins. Et les moyennes de secours, qui est extrêmement rapide, c'est 13 minutes. Donc c'est trop tard pour les arrêts cardiaques. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça prévient tous les médecins qui sont à proximité de la personne qui a eu un souci cardiaque, parce que ça les prévient, même si le médecin n'est pas en consultation et donc se promène autour. Voilà, c'est ça qui est intéressant. La plupart des personnes maintenant ont des smartphones. Il faut simplement être géolocalisé. Et vous êtes pris en charge et vous avez quelqu'un qui vous appelle. Est-ce que vous pouvez venir à 50 mètres? Il y a quelqu'un qui a fait un arrêt et quelqu'un qui est dans la communauté va aller chercher à 200 mètres un défibrillateur. Donc il y a des vraies possibilités à court terme d'augmenter ce taux de survie de nos citoyens. 50 000 décès par an et 4% seulement de taux de survie. Alors pour terminer en 50 secondes, Sébastien Meurant, on n'a pas eu le temps de parler vraiment de l'annonce, enfin de la phrase plutôt du pape François qui compare le corps médical à un tueur à gages pour éliminer soi-disant quelqu'un qui pose un problème en parlant de l'avortement. C'est une phrase malheureuse pour vous? Je pense que c'est une phrase malheureuse. Le corps médical sauve des vies, c'est la principale mission.
Après, la question de l'avortement, bien, c'est quelque chose qui est un droit reconnu. Est-ce La que c'est question pas un qui se choix personnel à chaque femme C'est finalement? un choix personnel, je pense que ça peut être aussi souvent un drame pour beaucoup. La question qui pourrait se poser, c'est de voir qu'en France, le nombre d'IVG ne baisse pas. À peu près 200 000. Mais il n'augmente pas non Il plus. n'augmente pas non plus, mais il ne baisse pas non plus. Et c'est vrai qu'en termes d'éducation sexuelle et autre chose, alors après, il peut y avoir aussi toutes ces questions de violence, etc. Mais depuis les années 70, il ne baisse pas. Question qui pourrait peut-être interpeller aussi. Oui, peut-être qu'on pourra reparler de ce sujet un autre jour. En tout cas, on va vous souhaiter de passer une très très belle journée. On va se quitter et on se retrouve lundi, car demain, malheureusement, je suis absente. Donc, il n'y aura pas de bar de l'économie, vous aurez de la musique. À lundi, portez-vous bien, profitez des belles journées avant ce que nous a annoncé Bruno, le changement de température dimanche. Au revoir à tous et merci pour votre présence à tous les quatre. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.